Bonjour à toutes et à tous. Je dis à toutes parce que, sans surprise, nous avons une majorité de femmes pour parler des métiers féminisés. Peut-être commencer avec un peu de provoque, on aura gagné la bataille le jour où on aura une majorité d'hommes pour parler de ce sujet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, et là vous regardez tous en vous toisant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier « Comment construire demain la société du soin, revaloriser les métiers du lien ». On a beaucoup parlé de ces métiers ces derniers mois parce qu'ils ont été sur le devant de la scène. Ce sont ces caissières, ces aides-soignantes, ces infirmières que l'on applaudissait tous les soirs à 20h. Tous les soirs, les gens se retrouvaient à leur balcon et soulignaient l'importance de ces métiers. Et pourtant, ces métiers sont sous-valorisés, à la fois socialement, à la fois financièrement, sous-valorisés par une société qui finalement n'a que faire de métiers que l'on considère comme annexes, pas si importants que ça. Alors, et elles nous le diront, que ce sont des métiers à la fois difficiles, physiquement, moralement, et ce sont des métiers qui nécessitent des compétences spécifiques et donc qui méritent un salaire adéquat. Pendant tout ce temps, on a ignoré ces métiers qui sont tout d'un coup sortis de l'ombre. Et pour autant, celui qui a dit, Emmanuel Macron, que la société de demain ne sera plus comme avant, n'a fait guère de gestes pour ces métiers. Les grandes enseignes, je pense notamment à Carrefour, Zora nous en dira un mot, qui ont fait des promesses. Là aussi, ce ne sont pas des promesses de revalorisation sur le long terme. Bref, on voit que la période du Covid qui a mis ces métiers sur le devant de la scène, finalement, on les a replongés très rapidement dans l'ignorance. Et c'est pour prolonger, nous, cette période de mobilisation qu'on a voulu organiser cette conférence aujourd'hui, sur cette place centrale des métiers du lien. Place centrale au quotidien, place centrale aussi dans le contexte d'une société vieillissante, d'une société aussi atomisée, individualisée, où on nous met en concurrence les uns les autres, alors que ces métiers du lien jouent un rôle essentiel pour recréer justement ce lien entre les individus. C'est des métiers qui sont, et ça vous le savez, je vous apprends rien, majoritairement féminisés, qui sont plus de 3 millions d'emplois dans les métiers d'accompagnement et du soin. On a 88% des infirmières qui sont des femmes. Pour les aides-soignantes et assimilées, c'est 90% de femmes. Pour les aides à domicile, c'est même 98% de femmes. Pour les employés de maison, 94%. Pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les agents d'entretien, on est aussi à plus de 70%. Bref, des métiers comme s'ils étaient réservés à une certaine classe de la population. Et quand on est femme, a priori, on n'est pas plus disposé à exercer ces métiers. Et pourtant, ce sont des métiers essentiellement féminisés. Dans les métiers d'accompagnement et du soin, c'est vrai aussi dans les métiers de la vente. 74% des vendeurs sont en réalité des vendeuses et 79% des caissiers sont en réalité des caissières. Bref, je pourrais continuer cette longue liste de métiers sous-valorisés, sous-considérés et en très 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 large majorité féminisés. Et c'est parce que ces métiers sont pourtant essentiels et parce qu'on donne trop peu la parole à celles qui sont les premières concernées que j'ai voulu aujourd'hui inviter, et je suis ravie qu'elle soit là. Zora Abdallah, qui est caissière à Carrefour, en région parisienne, à Sevran, qui est aussi déléguée CGT et qui mène un combat difficile dans un secteur, tu nous le diras, relativement peu syndiqué, pour une revalorisation de ces métiers-là. J'ai à ma droite Elisabeth Chavannes, qui est aide-soignante en EHPAD à Rennes et qui, elle aussi, a fait face à une crise avec les moyens du bord, tu nous en diras quelques mots, et qui fait face aussi à un métier qui est extrêmement difficile au quotidien et là aussi sous-valorisé financièrement. Et puis, on a à nos côtés Rachel Silveira qui nous aidera à réfléchir. Alors, elle aime bien qu'on la présente comme économiste féministe. Je le dis parce que c'est assez rare. C'est assez rare d'avoir des économistes féministes. Vous allez trouver plein d'économistes très bons pour analyser le marché financier, vous dire à quel point la société doit être libéralisée. Et finalement, assez peu d'économistes, là aussi, qui se soucient de ces métiers. Rachel en fait partie, parfois aussi contre certains collègues dans le milieu de la recherche, donc on la remercie.
la bataille culturelle est à mener à tous les niveaux. Rachel l'amène dans le milieu universitaire, mais elle nous aide aussi à le mener de manière politique. Alors je la remercie, vous avez peut-être entendu sa voix et son expertise dans les médias ces derniers mois. Et elle nous aide à mener ce combat et elle nous aidera aussi à nous donner des pistes de bataille, à la fois dans l'analyse de ce qui bloque aujourd'hui, mais aussi dans la bataille qu'on peut mener et les revendications qu'on peut porter pour finalement soutenir ces femmes qui, au quotidien, font des métiers extrêmement difficiles. Je vais terminer rapidement cette introduction et je ne veux pas être trop long moi-même pour vraiment donner la parole aux premières concernées pour dire un dernier mot sur ces métiers. D'abord, pourquoi on les appelle les métiers du lien? Parce que quand on est aide-soignante ou quand on est caissière, on ne fait pas que faire la toilette, distribuer des médicaments, parfois même quand on joue le rôle de l'infirmière, on ne fait pas que passer des articles en caisse. On crée du lien aussi avec celles et ceux qui, souvent, n'en ont plus beaucoup. On parle, on échange, on crée ces échanges-là qui sont essentiels à notre société. Mais on oublie aussi que derrière ces métiers du lien, ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles. C'est parfois des kilomètres qui sont parcourus. C'est des poids assez lourds, jusqu'à 1 tonne soulevée par heure pour les caissières. Pareil aussi pour les aides soignantes. C'est aussi parfois des souffrances mentales liées au travail. Et tout ça pour des statuts extrêmement précaires, des salaires très bas. Une femme sur 3 a un salaire net inférieur à 1 400 € en France, et c'est d'autant plus vrai pour ces métiers qui sont sous-payés. Voilà pourquoi je voulais, en introduction, inviter ces femmes à mes côtés. Je rêve du moment où on aura aussi des hommes pour porter ces combats. On en a, et tant mieux, dans les militants insoumis. On aura besoin de toute la société pour mener ce combat, parce que ce n'est pas uniquement un combat féministe, c'est un combat pour la société du lien plutôt que des biens. C'est aussi une vision que l'on veut défendre et qui est manifestement un contre-courant de celle portée par le gouvernement, comme l'a illustré la gestion de la crise. Je vais commencer par donner la parole à Elisabeth, si tu veux bien. Elisabeth, comme je vous le disais, est aide-soignante en EHPAD à Rennes et a vécu la crise avec toutes les difficultés que vous avez peut-être entendues sans doute à la télé, mais qui va nous livrer son témoignage personnel de la gestion de la crise, mais aussi des difficultés plus larges du métier d'aide-soignante dans un EHPAD et dans des corps de métier qui sont relativement peu valorisés. À toi, Elisabeth. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis aide-soignante. Je suis aussi assistante de soins en gérontologie, qui est une spécialisation que les aides-soignantes peuvent avoir pour travailler donc, auprès des personnes avec des troubles du comportement et des troubles cognitifs. Alors, je travaille dans un EHPAD privé associatif à but non lucratif. Alors, depuis 2009, ces EHPAD sont devenus des établissements de santé d'intérêt collectif. C'est donc avec la loi HPST, qui est la loi Hôpital Patient Santé Territoire. Donc c'est-à-dire que nous avons donc les mêmes missions de service public, avec les mêmes modes de financement, mais l'organisation reste vraiment privée là, de ce côté. Alors effectivement, les observations générales, c'est que c'est des métiers féminins, tu l'as bien dit, mais aussi il y a le vieillissement de la population, c'est-à-dire que maintenant, les personnes âgées qui arrivent en EHPAD ont en moyenne 83 ans. Donc ça alourdit donc, nos tâches pour la prise en charge de nos résidents. Voilà. Et donc ainsi, donc, les connaissances donc, en matière de fin de vie, de démence, de maladie d'Alzheimer, donc ne peuvent plus être négligées. Donc avec les mesures d'austérité, n'est-ce pas, dans le système de santé, la première des conséquences est bien sûr le manque de personnel. Et ça a des répercussions sur notre charge mentale. Notre maison de retraite, donc notre EHPAD, je vais l'appeler MDA, ça va être plus simple pour moi. Donc la MDA donc, accueille 75 résidents. Donc nous avons 5 secteurs, 4 secteurs avec 18 résidents, un secteur du rez-de-chaussée avec 9 résidents. Donc la répartition des postes pour nous est très compliquée parce que comme il manque du personnel, il y a des soignants qui vont aller d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire
Normalement, un secteur, on en a un pour 18 résidents, et le deuxième résident s'occupe de 4 résidents et va ensuite dans un autre secteur pour s'en occuper. Donc en moyenne, on a pour un soignant à 15 résidents à s'occuper dans la matinée pour la toilette en 4 heures, ce qui fait donc 16 minutes par résident. Donc c'est ce qui est vraiment très insuffisant si l'on considère le degré d'exigence apporté au cours de notre formation et aux valeurs que nous donnons à notre métier. En plus, nous n'avons pas d'unité Alzheimer, c'est-à-dire que ça n'a même pas été pensé au départ. C'est-à-dire qu'ils font des structures pour des BAD sans même consulter le moindre soignant, quoi. Donc nous n'avons pas d'unité Alzheimer, c'est-à-dire que la déambulation, l'agitation, les troubles du comportement des personnes ayant des troubles cognitifs, donc augmentent chez nous le stress automatiquement, et donc la charge mentale. En plus, dans notre organisation, nous devons la faire au jour le jour. C'est-à-dire que, comme la charge est importante dans tous les secteurs, nous devons nous informer tous les matins de savoir comment est organisé les secteurs. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a une surcharge de travail, et bien au moment des transmissions, on va dire stop, ça suffit, donnez-nous des postes. Alors au lieu de créer des postes, en fait, eh bien, on va essayer de faire du bidouillage, on va envoyer un soignant dans un secteur un peu moins difficile, on va le rajouter, lui rajouter des tâches dans un autre secteur. Voilà. Il faut savoir aussi que notre organisation et notre travail est aussi pénible par les horaires spécifiques que nous avons. Nous commençons le matin à 7h, nous terminons à 13h30, à 15h, pardon, excusez-moi, 15h, 15h30. Les postes d'après-midi, c'est de 13h30 jusqu'à 21h. Nous avons des coupes, c'est-à-dire qu'on travaille le matin et on revient le soir pour terminer à 21h. Des fois, on fait des soirs matins, parce que bon, c'est comme ça, le temps légal le permet, en fait. Donc, on se couche à 20h, enfin, on rentre du travail à 21h, mais sans compter le temps de décompresser et tout ça, on n'est pas couché avant 23h. Et on repart, on se relève à 5h30 le matin pour aller bosser. On bosse un week-end sur 2. Voilà, hein, donc on bosse un week-end sur 2, oui, avec les mêmes horaires, mais à effectif réduit. Et bien sûr, nous avons les soignants qui travaillent de nuit, quand on sait la pénibilité du travail de nuit. Donc, on oublie qu'on a nos préoccupations domestiques également, pour lesquelles il faut s'organiser pour être au top au travail. En plus de cette charge mentale, nous avons la charge physique. Il ne faut pas oublier que tous les efforts de manutention, de levée, de portée sont inhérents à la perte de mobilité des résidents, qui entraîne bien sûr une pénibilité prononcée. Les restrictions budgétaires ces dernières années, le manque de personnel auquel nous devons faire face, donc participent à l'épuisement et à la souffrance au travail. En effet, en 2018, on peut dire que le taux d'absentéisme était de 21,06%, ce qui représente donc 25 jours par salarié. La fréquence des arrêts de travail est 2 fois supérieure à la moyenne nationale en EHPAD, et 8% des salariés ont un accident dans l'année, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Et pourtant, notre métier, alors où est-ce que j'ai mis ça? Je vais le retrouver, voilà. Notre métier est un métier quand même exigeant. C'est-à-dire qu'il y a tout un savoir-être qu'il faut appliquer. Alors soit il est naturel, bien sûr, mais bon, ça s'apprend aussi, parce que c'est pas évident de travailler toujours avec les personnes âgées. Et pour cela, nous devons être aimables, souriantes, attentive, délicate, empathique, observatrice, réactive, disponible, ingénieuse,
organisée, soigneuse, respectueuse, attentionnée. Donc bien sûr, voilà, ce sont bien sûr plein de qualités. Bref, vous êtes parfaite, quoi. Non, on est parfaite. Hein. Voilà, mais c'est là où tout est le problème. Donc ce sont vraiment beaucoup de qualités humaines qui sont vraiment au cœur du lien. Mais alors cela demande vraiment de la disponibilité, quoi, au travail. Et tout ce stress, cette fatigue que l'on emmagasine nous empêche d'être à la hauteur, dans ce lien-là avec les personnes âgées. Ça nous empêche. Et je voulais dire autre chose sur justement ce lien-là. Oui, automatiquement, on va amener à une forme de maltraitance parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire certains actes. Et ça, comme c'est nos valeurs, c'est d'être comme ça, c'est d'être aimable, attentive, etc. Et comme des fois, on ne peut pas, on perd patience par la fatigue. Et c'est là où la souffrance est beaucoup plus importante quand on rentre du travail. On se dit, merde, quand même, là, j'ai pas été bien. On culpabilise énormément. La culpabilité, elle est forte chez nous aussi. Donc, voilà. Oui, j'ai parlé de ça. Alors, bon. Peut-être tu peux nous dire 2 mots maintenant sur la gestion de la crise du Covid spécifiquement dans ton établissement. D'accord. Alors, la crise. Alors, on a vu, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de l'entretien des commissions d'enquête sur la crise du corona. Donc, il y avait Manuel Bompard qui avait invité le professeur André Grimaldi. Et il a dit cette phrase très juste, hein, la crise sanitaire agit comme une loupe grossissante. Hein. C'est-à-dire que là, on a vu comment nous, les soignants, on était mobilisés dans cette histoire. Et ça a montré aussi toutes nos difficultés dans le travail. Donc, les contraintes, bien sûr, budgétaires, les fermetures de lits à l'hôpital, nos maigres salaires sont vraiment été mis en lumière. Alors, la conséquence pour les EHPAD, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, le manque de matériel, le confinement en chambre des résidents ont bouleversé complètement donc, nos valeurs professionnelles. Alors, au début du confinement, nous avons manqué, comme tous les soignants, nous avons manqué de masques. Pendant plus de 2 semaines, nous étions obligés donc, de porter un masque par jour et quelquefois de le réutiliser le lendemain. On nous en avait même donné 2 pour pouvoir le réutiliser 2 jours, alors qu'un masque a une durée de 4 heures. C'est les masques chirurgicaux. Hein. Pardon, voilà. Les masques, qu'un certain nombre d'entre vous ont les masques qui, en chirurgicaux, c'est ça qu'on utilise en santé. Donc voilà. Il y avait aussi les problèmes de gants. Parce que les gants, alors il faut savoir que c'est notre outil, mais notre outil fondamental, quoi. On en a besoin de ça. On ne peut pas faire une toilette, c'est inimaginable de faire une petite toilette, les parties intimes, hein, sans porter de gants. Et là, les boîtes de gants, au départ, avec la flambée des prix, ils ont été carrément réquisitionnés par notre direction, mis dans le bureau et donnés au compte-gouttes. Alors là, ça a vraiment clashé chez nous. On a dit, ah non, attendez, donnez-nous nos gants, quoi. Et il nous en faut absolument. Alors après, on a reçu du siège un stock qu'ils avaient gardé. C'était des stocks de gants. Je ne sais pas d'où ils venaient, je ne veux pas accuser la Chine forcément, mais vous avez vu les vidéos des surblouses qui partaient en lambeaux, nous c'était les gants. Voilà, les gants, c'est-à-dire qu'au cours de la toilette, au moindre contact, hop, ça partait aussi en lambeaux, quoi. Il ne restait plus que le doigt. Bon, c'était assez compliqué. Bon, après, ça s'est un petit peu réglé, on a eu de l'ARS, des stocks un peu plus réguliers. Alors, ce manque de gants était pour nous donc une impossibilité, enfin de matériel en général, d'exercer notre métier correctement. Hein, comme je vous l'ai dit, les mesures d'hygiène sont notre quotidien. Et qu'est-ce que ça amène ? En plus des discours complètement incohérents du gouvernement, faut les mettre, faut pas le mettre, on ne sait plus. Voilà, donc
qu'est-ce que ça crée chez nous? Ça crée la peur, hein, au départ. On flippait quand même, parce qu'on était mobilisés tous les jours. Et cette peur a engendré des tensions dans les équipes. Mais des tensions assez fortes, hein. Moi, je l'ai subi, cette tension dans les équipes. C'est-à-dire qu'on m'a visé, on m'a pointé du doigt parce que j'ai fait la suspicion de mise en danger de mes collègues parce que j'avais fait la campagne électorale. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, après, il nous a fallu nous remobiliser, bien sûr, et adapter notre organisation du travail aux différentes étapes du confinement. Donc, au départ, on a créé des petits espaces pour que les familles puissent rencontrer leurs parents. Alors déjà, les espaces, bon, c'était dans le sas d'accueil, ça faisait vraiment parloir avec la vitre entre les deux. Enfin, c'est quelque chose qui nous heurte, alors qu'on est dans le relationnel complet. Et le confinement en chambre a été quelque chose aussi de très dur. Mais là, ça a été vécu pour nous. Enfin, psychologiquement, voilà. Là aussi, on est dans le métier du lien. Nous, on est dans le contact. Le contact est très important. Le toucher, les massages, combien de fois on prend la main, combien de fois on prend le bras, combien de fois on les prend dans nos bras. Donc c'était toutes nos valeurs fondamentales qui étaient mises en cause là. Donc, sans compter donc, de toute l'organisation, il a fallu nous confirmer, voilà, c'est ça, au confinement en chambre. Donc en plus, il y avait la fatigue de toute la distribution des repas en chambre. Bon, ça, on a vraiment tout changé, quoi. Tout changé, toute l'organisation. Organiser les visioconférences avec les familles, je peux vous dire que l'animatrice, parce que pour moi, l'animatrice en EHPAD, c'est une soignante. On est bien d'accord, hein. Elle faisait que des visioconférences, quoi. Elle organisait que ça. Alors que son rôle aussi, c'est de faire vivre l'EHPAD. Donc l'EHPAD avait perdu tout son caractère premier. C'était plus un établissement où il y a la continuité de la vie, quoi. Là, chacun était enfermé dans ses chambres, sectorisé. Mais toutefois, avec le fait qu'on n'ait pas d'unité Alzheimer, bien sûr, les personnes âgées avec les troubles, ça déambulait partout. On avait cette incohérence qui était là quand même, quoi. Donc voilà. Faut voir aussi que... Excuse-moi, je peux terminer? Non, il n'y a pas de souci, vas-y. C'est-à-dire que pour les personnes âgées aussi, ça a été quelque chose d'assez difficile. Et ça a eu des répercussions graves, hein. Et ça, on l'a vu, ça. C'est-à-dire que c'est la perte de poids, des débuts de dépression, parce que la distance avec leur famille était importante. Perte de poids, perte de mobilité également. Là, je peux vous dire que les kinés, ils étaient plutôt en colère. Et là, après, ils ont pu. On s'est fâchés, on s'est dit, ah non, là, c'est pas possible. Là. Il faut qu'ils reviennent. Hein. Donc, à la fin, ils sont revenus. Donc voilà, donc malgré la fatigue, le stress, le corps endolori, tout ce qu'on veut, donc le moteur de la mobilisation, c'était bien les soignants, le personnel du ménage, le personnel de restauration, le personnel administratif. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Elisabeth. Qui démontre à la fois les difficultés du métier et son importance dans la création de ces liens et qui ont été mis particulièrement à rude épreuve ces derniers mois et ces dernières semaines. Tout à fait. Donc merci à toutes celles, tous ceux qui ont porté malgré les difficultés. Je pense qu'on a tous été confrontés à un moment dans notre vie. On a eu un parent, un grand-parent en EHPAD. On sait les difficultés que porte la vie dans un EHPAD et on sait à quel point c'est encore plus difficile et ça l'a été les derniers mois. On pense aussi à tous ces métiers-là et aux personnes âgées dans les semaines et les mois qui viennent. On ne sait pas dans quelle mesure, je sais que certains EHPAD reprennent des mesures de confinement. Et donc cette question, est-ce que tu décrivais spécifiquement en lien avec la crise,
à mon sens, n'est pas terminée. Et j'espère que ce sera mieux géré dans les semaines et les mois qui viennent et qu'on a appris de cette période-là. Maintenant, tu décrivais aussi dans ce métier un certain nombre de qualités qui font de, finalement, les aides-soignantes quasiment des femmes parfaites. Mais des qualités, il en faut aussi quand on est une caissière, des qualités qui sont souvent peu valorisées, à la fois socialement et financièrement. Pareil, on s'est aperçu du jour au lendemain que un supermarché, c'était indispensable pour faire ses courses et s'alimenter, et que celles qu'on ignorait quand on passait à la caisse, vous savez, celles où on entendait le bip, 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 en fait, derrière, il y avait un être humain, très souvent une femme, qui a été aussi très mal protégée au début de la crise, et qui, au quotidien, fait face aussi à des situations financières et sociales difficiles. Donc on va passer la parole à Zora. Je vous l'ai dit, Zora, tu as fait, je crois, 13 ans de caisse, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui. 13 ans de caisse, déléguée syndicale CGT. Et pareil, j'ai envie de te poser la même question sur à la fois les difficultés du métier, la sous-valorisation financière et sociale, et aussi les difficultés à mobiliser un secteur qui est presque atomisé à tout point de vue et dont profitent un certain nombre de grandes enseignes, et particulièrement Carrefour où tu travailles. Oui, effectivement. Alors, moi, c'est vrai que je suis chez Carrefour, mais je vais parler aussi du monde de la grande distribution qui est très compliqué, mais aussi de tous les petits métiers, entre guillemets, comme on disait, aides-soignantes et autres, ces métiers qui sont sous-évalués. Mais avant tout, il faut d'abord faire un état des lieux et surtout bien mettre en relation les politiques gouvernementales et aujourd'hui ce qui se passe dans les entreprises. Tout est lié. Parce que ces décisions où on prend là-haut, elles ont forcément une répercussion. Et aujourd'hui, hélas, c'est le MEDEF qui contrôle un peu tout ça. Et il faut le dire parce que c'est important. Tout d'abord, je voudrais bien mettre les choses, définir ce que c'est travailler en grande distribution, et notamment pour les caissières. J'ai été 13 ans caissière, je ne suis plus caissière, je suis passée depuis presque 9 ans dans l'encadrement chez Carrefour. Donc je sais aussi ce qui se passe dans les rayons, je sais aussi, il n'y a pas que les caissières, il y a aussi les petites mains qui mettent en rayon et qui sont là du matin au soir, avec des horaires aussi très compliqués. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier ces métiers-là de la grande distribution. Donc avant tout, pour faire le lien entre la politique sociale et aujourd'hui ces métiers-là, c'est il faut définir le profil. C'est effectivement avant tout des femmes et des personnes qui n'ont pas de diplôme, le plus généralement, des étudiants, beaucoup d'étudiants, parce qu'aujourd'hui, les étudiants, ils n'ont plus les moyens de faire leurs études, ils n'ont plus les moyens d'assumer et d'aller effectivement être tranquille chez papa, maman et faire leurs études. Moi, je viens du 93, donc population avec une grande précarité, où les parents n'ont pas forcément les moyens de payer des études. Donc, on a des travailleurs qui sont des étudiants, qui sont obligés de faire des heures pour pouvoir payer leurs études. Donc, et notamment chez Carrefour, on en a énormément. Et ça représente pratiquement, je vais vous dire, 70% des métiers de caisse que vous voyez aujourd'hui dans la grande distribution, même en général. Donc le profil, il est important d'établir, et bien sûr des femmes pour la plupart qui sont seules, qui ont beaucoup d'enfants, ou qui n'ont pas, comme je vous ai dit, pas de diplôme et autres. Et cette population, en fait, elle est aussi visée par le patronat, parce que cette population-là, en fait, c'est une population qui est précaire, qui est prête à travailler à moindre coût, parce qu'il faut qu'elle travaille pour subvenir à ses besoins, comme tout le monde. Donc, on a ces entreprises qui profitent de tout ça. Donc, ce profil, il n'est pas choisi de manière obsolète, il est défini. C'est-à-dire que quand on va faire des recrutements chez Carrefour, on fait aussi attention un petit peu à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des gens qui sont vraiment dans des difficultés, parce que ces gens-là, qui sont dans la grande précarité, ils sont corvéables à merci. Et on a notamment l'installation du travail du dimanche, du travail de nuit, d'accord, et bien sûr des horaires décalés. Les gens, quand ils veulent travailler, ils font des horaires décalés. Donc, horaires décalés, vous n'avez plus d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous avez des mamans qui courent à droite, à gauche pour aller chercher leurs enfants, les déposer chez la grand-mère pour revenir le soir travailler parce qu'elles ont des coupures, enfin voilà. Vous avez le travail du dimanche qui s'institue partout dans la grande distribution, et Carrefour a été le précurseur. Et hélas, accompagné par ce gouvernement macronien, désolé de le dire, mais c'est une réalité aujourd'hui, et je ne suis pas désolée de le dire, c'est une réalité, et par les gouvernements précédents aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a permis beaucoup de choses au patronat, et notamment à ces grandes entreprises, et le travail de nuit aussi, et le travail de nuit avec l'impact sur la santé et les conditions de travail.
Donc aujourd'hui, voilà, et aussi l'apparition de la multiplication des CDD que permet aujourd'hui le gouvernement de Macron. Parce que le travail en CDD, les gens ici accrochent, ils veulent tellement avoir ce fameux CDI aujourd'hui qu'ils sont prêts à tout. Et c'est ce qu'attendent les grandes entreprises, c'est que le salarié aujourd'hui, il soit prêt à tout. C'est-à-dire effectivement le travail du dimanche, le travail de nuit. Si on peut vous faire travailler 24 heures sur 24, ils n'hésiteront pas. Il faut arrêter de croire que les entreprises, elles sont là pour prendre soin de nous, elles n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Le profit, le profit, l'homme, il le met en bas de l'échelle. Sa seule variable d'ajustement aujourd'hui, c'est nous les hommes. C'est s'il n'y a plus besoin, on licencie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est si on veut faire de l'argent et on veut faire du profit, on licencie. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La crise, ce n'est qu'un prétexte pour ces entreprises de licencier aujourd'hui. Ce n'est là que mon avis. Donc je vous parlais d'horaires décalés. Et ces horaires décalés, qui font que les caissières, elles sont obligées de s'arranger, d'être des fois du soir, d'être du matin. Un jour, elles sont de repos, un autre jour, elles ne sont pas de repos. Effectivement, ça a un impact sur leur vie privée, leur vie familiale. Et je vous assure que Carrefour s'en fout, mais complètement. Je parle de Carrefour, mais quand je dis Carrefour, pensez au monde de la grande distribution. Et je ne parle pas que de la grande distribution, je parle des femmes de ménage aussi, je parle de gens qui sont sur Amazon, sur d'autres secteurs, comme effectivement disait ma collègue, sur les EHPAD. Ils n'en ont rien à foutre de savoir si vous avez une vie privée ou pas. La seule chose qui les intéresse, c'est que vous soyez là aux heures qu'eux, ils veulent. Donc, le problème de ces horaires décalés aussi, ça crée l'individualisme au travail. Ça veut dire que nous, on ne se rencontre plus dans nos métiers. C'est-à-dire que la caissière, elle va avoir une pause à 2 heures, l'autre, elle va l'avoir à 3 heures. Voilà. Alors qu'avant, dans le système, il y a bien des années, le salarié pouvait se retrouver en pause et discuter des problématiques qu'il pouvait rencontrer au sein de son entreprise. Et ça a un impact fort sur les luttes qu'on peut mener dans nos entreprises. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, cet individualisme qui est créé, toute cette précarité, tout ça, le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire, tout ça, c'est voulu par le patronat, on est bien d'accord, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Les entreprises, elles ont de l'argent, ça on l'a vu avec toutes les dividendes dans les entreprises, les millionnaires que nous avons en France. Combien à Carrefour déjà 357 millions de dividendes reversés cette année, en 2019. Et ils n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires. Effectivement. La dernière augmentation de salaire, elle était de 1,2% pour les salariés, donc 2 € par mois. Voilà. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Donc, je dis Carrefour, mais j'en passe d'autres. On passera sur plein d'entreprises. Mais c'est pour vous dire que l'argent, effectivement, chez Carrefour ou dans les grandes entreprises, il y en a. On voit Renault, PSA, ce qui se passe, c'est intolérable. Et cet argent-là, ils l'ont, mais ils ne le donneront pas. Et si on ne se bat pas pour avoir justement nos augmentations de salaire, il ne faut pas attendre après un gouvernement macronien qui facilite tout ça. Il faut se battre pour les avoir. Donc nous, bien sûr qu'on lutte pour les augmentations de salaire, sauf que, comme je vous ai dit, l'individualisme, les stratégies patronales qui sont mises en place dans les entreprises rendent difficile la lutte, et effectivement, ce qu'on disait aussi, on a discuté, du syndicalisme et autres. Mais j'en parlerai aussi par la suite, si vous le permettez. Donc voilà les difficultés que rencontrent les caissières, c'est bien sûr le travail du dimanche, travail de nuit, des horaires décalés, et je ne parle pas ce qu'on appelle des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire plus généralement pour les femmes, pour les hommes aussi, c'est le canal carpien des mains, le dos, parce que vous êtes assise et tout, et à force de passer les produits, vous avez les épaules et autres. Et vous savez que quand vous êtes malade, on vous remplace. Et je vous assure que pour faire reconnaître les maladies professionnelles chez Carrefour, il faut s'accrocher. Voilà, si c'est pas reconnu par la Sécu, il faut s'accrocher. Vous vous battez contre un mastodon. Il ne faut pas oublier que Carrefour, il est le premier employé privé de France. On se bat contre un mastodon. Et je reviendrai sur l'histoire de la santé et de la sécurité au travail et aussi l'utilité des instances représentatives par la suite. Donc effectivement, il y a bien les trucs. Et il y a aussi ce qu'on appelle les risques psychosociaux, donc ce qu'on appelle les RPS. Voilà. Donc les caissières, comme l'a dit ma collègue, nous aussi on a un métier du lien. Nous aussi on aime bien parler avec les clients, c'est un service. La plupart, vous avez toute votre caissière préférée quelque part, si vous faites vos courses, ou vous connaissez les visages, et vous êtes toujours agréable de dire « Ah, je l'aime bien celle-là, je l'aime bien celle-là ». Elles aussi, elles ont leurs clients, voilà. C'est un métier du lien, effectivement. Il faut aussi reconnaître qu'elles ont aussi cette part d'empathie, aussi cette part d'inquiétude. Elles aiment être souriantes, elles aiment leurs clients, sauf qu'il y a des fois, on a aussi des clients qui ne sont pas sympathiques, et ça aussi, ça entraîne effectivement ces fameux RPS, parce qu'elles se sentent touchées. Déjà, elles ont un travail qui est difficile, où on ne respecte pas leur vie privée, elles ont déjà leurs problèmes familiaux, comme tout le monde, comme chaque travailleur. Mais en plus, quand on rajoute derrière des incivilités ou autres, c'est vrai que
tout ça, ça amène à des gestions de conflits qui sont très compliquées pour elles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les RPS. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui qui arrive le plus souvent, c'est le déploiement de la polyvalence. Et ça, je pense que c'est dans tous les métiers. Et c'est un danger, le déploiement de la polyvalence. Aujourd'hui, on nous demande dans chacun des métiers, je pense que chacun va se reconnaître aussi, c'est qu'on ne fait plus un métier, on en fait 2, voire 3. On fait des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'on nous rajoute des tâches, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire plus de choses qu'on faisait avant, mais on a toujours le même salaire. Ça, le salaire, il ne bougera pas. On pourra demander de faire ce qu'on veut. On fait des heures supplémentaires, on fait ça, mais derrière, le salaire ne bouge pas. Et ça, la polyvalence, c'est les entreprises qui s'en sont emparées. Et aujourd'hui, elle met les instituts dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Quand je parle des caissières, c'est parce qu'aujourd'hui, chez Carrefour, ils ont mis en place une organisation du travail qui va faire qu'on va être comme Lidl. Vous voyez, Lidl, un petit peu, je pense que chacun avait vu un petit peu le reportage qui avait été mis en place. Aujourd'hui, on donne à une caissière d'être non seulement à la caisse, mais maintenant, elle va donner un coup de main dans les rayons, elle va commencer à s'occuper du drive. Donc, ils ont commencé à mettre ça en place. Donc, nous, en tant que syndicalistes, effectivement, on n'est pas d'accord. Travail mérite salaire, il y a une augmentation des salaires, les tâches doivent être définies. Et surtout, il faut les médecins du travail et les fameux inspecteurs du travail. Donc, je vais revenir sur Anthony Smith parce que c'est important pour moi, parce que je vois le combat qu'il a mené. Et franchement, non, c'est pas fini, mais... Juste, tu peux rappeler rapidement pour ceux qui ne savent pas qui est Anthony Smith. Alors, Anthony Smith, c'est un inspecteur du travail qui a été mis à pied par le ministère du Travail, par Pénicaud, je crois que c'était. Non, oui, voilà, Pénicaud, toujours. Et parce qu'il avait constaté dans une entreprise qu'effectivement, il n'y avait pas le port des masques. Enfin bref, il avait fait ce qu'il avait à faire. Sur un EHPAD d'ailleurs, donc c'est encore pire, là où on doit être 10 fois plus vigilant. Et juste parce qu'il l'a dénoncé, et il s'est retrouvé en mise à pied. Et effectivement, pour nous, on le soutient, en tout cas la CGT, moi en particulier aussi, parce que c'est tout à fait normal. L'importance des inspecteurs du travail aujourd'hui, on en a besoin. Et aujourd'hui, elle est limitée, elle est séquestrée, enfin leur indépendance n'est plus notée. Enfin, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Et pareil pour la médecine du travail, aujourd'hui vous ne passez plus votre visite annuellement comme on avait avant, maintenant c'est tous les 2 voire 3 ans. Et ça c'est inadmissible quand on voit les changements d'organisation du travail. Donc quand je fais le lien avec la politique, c'est que c'est toutes ces ordonnances Macron, toutes ces lois travail, la loi El Khomri, tout ça, ça a mis en place justement la possibilité de ces entreprises à mettre en place leur stratégie pour encore plus affaiblir les salariés et les travailleurs dans leurs entreprises. C'est là où je pense qu'il est important d'agir au niveau de l'État aussi, de redonner du pouvoir au niveau des travailleurs. Donc pour la souveraineté sociale et financière, il faut savoir que le salaire d'une caissière aujourd'hui, il est de 1 651 brut pour un 35 heures. Je précise pourquoi pour un 35 heures, parce que dans la grande distribution, à 90%, vous n'avez plus de 35 heures. Ce sont que des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats étudiants, des contrats de 10 heures, de 12 heures, voilà, et des CDD pour la plupart. Parce qu'aujourd'hui, on permet de pouvoir renouveler les CDD indéfiniment, sous des prétextes quelconques. Et c'est ce qu'a permis les ordonnances, les lois travail et compagnie. Et ça, on n'en veut plus. À partir des revendications, effectivement, qu'on aimerait porter, nous, la CGT. Donc, aujourd'hui, en moyenne, une caissière, elle gagne entre 700 et 900 euros par mois. Vous imaginez quand vous avez un loyer à payer, vous avez des enfants et tout ce qui va derrière. C'est pas grand-chose. Donc des fois, elles font aussi du boulot à côté. Femmes de ménage, mes camarades femmes de ménage qui sont là, qui ont fait une lutte admirable à Ibis, qui ont travaillé aussi, pour certaines, vont faire aide-soignante parce que au moins elles ont un temps plein, elles pensent avoir un temps plein, et autres. Donc vous voyez, c'est vraiment un métier très compliqué. Si les salaires devaient être liés aux efforts, aux compétences et aux diplômes travailleurs, parce que ça devrait être ça les salaires en fait, on peut constater qu'ils ne correspondent pas toujours à la contribution réelle de l'activité du travail à la société. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que donnent les caissières? Demain, vous imaginez un monde sans caissière, un monde sans éboueur, un monde sans aide à domicile, sans aide-soignante. Elles ont leur utilité et c'est un lien utile.
ces métiers, souvent dits peu ou non qualifiés, pour ces métiers, ils nécessitent, comme elle le dit ma collègue, c'est effectivement une compétence du savoir-être. C'est la compétence du savoir-être. C'est ça notre plus-value à nous. Du moins les caissières, je suis plus caissière, mais moi je sors toujours caissière. C'est notre plus-value, c'est le savoir-être. Voilà ce qu'on ajoute, même si on n'a pas de diplôme, même si on n'a pas ça. Mais nous, on donne de notre personne, on donne aussi de notre empathie, de ce qu'on a, on donne ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est une plus-value. Voilà. Qui aide les gens qui la reçoivent, hein, parce que des fois, ça fait du bien aussi des gens de raconter un petit peu leurs histoires, voilà, que ce soit effectivement dans les EHPAD, la femme de ménage, l'aide à domicile. Ça renforce justement le lien, mais ça aide aussi, et celui-là qui le reçoit, ça lui remonte le moral, ça lui fait du bien. Donc, elle est là, notre plus-value à nous. Elle est là, l'impact qu'on donne aux gens avec qui on travaille. Le problème, c'est que dans notre société, plus le travail il est utile, et moins il est considéré et payé. C'est ça le constat qu'on fait aujourd'hui. Et on l'a vu avec la crise du coronavirus. C'est que nous, les caissières, si on n'était pas là, ou les gens des rayons, hein, un magasin, il ne tourne pas. Si les éboueurs n'étaient pas là, ils se mettaient en grève, ils diraient non, on ne veut pas travailler. Je pense qu'à un moment, on ne vivrait plus. Par contre, la grève des actionnaires... Par contre, la grève des actionnaires, oui, effectivement. Moi, demain, Bompard, il me dit, je me mets en grève. Je lui dis, mets-toi en grève, hein, tu peux faire ce que tu veux. Mais Bompard, PDG de Carrefour. Voilà, excusez-moi, monsieur Bompard, PDG de Carrefour. Pas Manuel Bompard. Non, oui, parce que... Au cas où il y avait un doute. Oui, voilà, parce que ça serait un peu... Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut réviser la grille des salaires en faisant mieux coïncider l'utilité sociale et sa rémunération. Voilà, c'est ça, là, notre revendication sur les salaires. Sur, en tout cas, ces métiers-là. C'est un moment où on est d'utilité publique. C'est con à dire, mais c'est une réalité. On est d'utilité publique. Je dis, demain, il n'y a pas de caissière, et demain, il n'y aura pas ce poste-là. Effectivement, je pense qu'il y en aura beaucoup qui se seraient bien fait chier, excusez-moi, pendant le coronavirus, parce qu'avec tout le monde qu'on a eu pendant le coronavirus, je pense que tout le monde serait en train de pleurer avec ses caddies dehors, à dire, merde, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on serait peut-être dans une guerre civile, parce que les gens voudraient absolument rentrer. Moi, ça aurait été marrant de le voir, mais ça aurait pu prouver notre petite utilité. Les caissières à la source d'une guerre civile. On peut renommer cette conférence. Pardon? Les caissières à la source d'une guerre civile. Ce serait bien, hein? Oh, ça, on serait pas loin. Vu comment ça s'est passé pendant le coronavirus, ça a été très compliqué parce que, effectivement, vous avez tous vu à la télévision les gens qui sont arrivés, qui se battent. Nous, on a eu des gens qui se battaient pour du papier de toilette, quand même. Vous imaginez? On a des gens qui sont battus pour du papier de toilette, qui se sont arrachés le papier de toilette des mains. Il y a eu des bagarres, je ne vous en raconte même pas. Il y a des anecdotes complètement débiles des comportements des gens. Mais les caissières, elles les ont subi, tout ça. Les conflits, les risques psychosociaux, comme je vous expliquais, ils les ont subis, tout ça, au quotidien. Ce qui a été dur, effectivement, chez Carrefour, on a eu quand même 4 morts. Parce que ça, c'est vrai que les médias, ils en ont parlé que d'une personne, qui était aussi une militante CGT, hein, qui s'appelle Aïcha, qui est décédée à Saint-Denis. Voilà. Et... on a eu en tout 4 morts, on a eu 204 cas positifs, d'accord, et on a eu 1235 salariés mis en quatorzaine. Sachant que, pour qu'on soit bien clair, il faut savoir que quand l'employeur est au courant qu'il y a un cas de coronavirus, il n'y a que lui qui est au courant. C'est-à-dire que les instances représentatives, c'est-à-dire les gens qui sont censés être élus pour maintenir la santé et la sécurité des salariés au sein de l'entreprise, du moins de protéger les salariés pour les fins, avec leur mandat et autres, donc ces gens-là, on n'était pas au courant. C'est-à-dire demain, il pouvait y avoir un cas. Quelle était la garantie de l'employeur qu'on avait de l'employeur pour qu'il nous vienne nous le dire. Demain, imaginez si demain Carrefour disait « Dans mon magasin, j'ai 5 cas de coronavirus ». Je suis sûr que 90% des clients ne viendraient même pas venir dans le magasin. Et on ne parle pas des salariés. Vous voyez, les gens auraient un peu plus peur, donc là, on toucherait tout de suite au profit. Donc, la façon dont a été gérée effectivement cette crise, elle a permis de protéger, bien sûr, les entreprises. Et on l'a vu chez Amazon. Et Amazon, j'en parle pourquoi? Ce qui est important de dire, c'est que Amazon, je fais le lien avec Carrefour et avec l'ensemble des entreprises. Là où on a été le plus touché, c'est la disparition des CHSCT. Donc la commission d'hygiène sécurité
des conditions de travail, d'accord, qui existait avant. C'est une instance qui permettait aux élus de l'entreprise de pouvoir effectivement faire une enquête, faire plein de choses. Aujourd'hui, elle est remplacée par les ordonnances, par le CSE, qui est devenu une instance et qui a limité les pouvoirs du CSST, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et cette instance-là, elle a disparu. Et c'est ce qui s'est passé chez Amazon. S'ils avaient eu cette instance-là, ils auraient pu faire une enquête et obliger le patron à faire certaines choses. Et ça a été très compliqué de le faire, puisque l'instance n'existe plus. Et ça aussi, c'est une revendication qu'il faut qu'on remette en place, c'est l'abrogation des ordonnances. Parce qu'il faut remettre du pouvoir dans les entreprises pour les travailleurs. Il faut remettre les moyens pour les médecins du travail. Et bien sûr, les moyens pour les inspecteurs du travail. Et c'est encore le cas avec Anthony Smith. C'est qu'aujourd'hui, s'il avait pu s'appuyer sur un CHSCT, s'il avait pu faire des constats à l'aide des salariés qui étaient sur le CHSCT, peut-être qu'on n'en serait pas forcément arrivé là. Là, il a dû prendre tout seul, sa responsabilité, hein, ce qui est tout à fait normal, c'est son rôle, mais il a pris seul sa responsabilité et on lui est tombé dessus comme on n'aurait pas dû. Donc aujourd'hui, l'affaiblissement du Code du travail, hein, parlé par Macron, et j'en parle pas parce que pour nous, tous les gouvernements précédents ont mis chacun sa patte pour retirer les moyens pour les travailleurs. Aujourd'hui, il faut remettre les CHSCT, il faut remettre aussi au cœur les instances représentatives dans les établissements. Aujourd'hui, le patronat, il s'organise très bien et il fait faire ce qu'il veut à Macron. Macron, c'est le pantin du MEDEF. Aujourd'hui, ceux qui ont des entreprises, des grosses entreprises comme nous chez Carrefour, je sais que ça se fait beaucoup chez Auchan, ils centralisent ces instances-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une région, je vais vous donner un exemple, vous allez avoir, par exemple, je donne un exemple, mon magasin Sevran, et en fait, il y aura un élu pour tout le 93. Vous imaginez une personne qui est censée représenter les salariés et les défendre, qui va faire le tour des magasins pour savoir tout ce qui se passe. C'est impossible. Déjà, dans notre magasin, on a plus de 400 salariés. Vous imaginez si on doit faire je ne sais pas combien de magasins. Ben, c'est ce qui se passe déjà chez Auchan, je crois même chez Casino et autres. C'est déjà mis en place, c'est-à-dire qu'on centralise les IRP. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la lutte, surtout, parce que nous, en tant que syndicalistes, nous l'organisons. Nous ne la faisons pas, nous l'organisons. D'accord ? Nous l'organisons avec les travailleurs. Donc si nous, on veut être en contact avec les travailleurs, il faut qu'on soit dans le magasin pour vivre et voir ce qui se passe. Si on n'est pas sur le terrain, on n'a pas d'utilité. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je suis que sur le terrain. Je passe ma vie, je connais la vie de tous les caissières de mon magasin. Je connais tout ce qui se passe. Je sais le moindre chose. J'ai un téléphone, on m'appelle, machin. On a besoin de ça. Si on n'est pas en contact avec les travailleurs, la lutte, elle ne peut pas s'organiser. Et c'est ce que fait le patronat aujourd'hui. C'est qu'elle divise aujourd'hui ces instances-là pour éviter justement qu'il y ait une organisation, que les travailleurs s'unissent. Parce que demain, le délégué qui est... Le travailleur qui est astreint, qui va appeler, qui va dire « Oui, mais moi j'ai besoin de quelqu'un, j'ai un problème. » « Oui, mais j'ai Drancy qui m'appelle, qui a aussi un problème. » À un moment, la personne qui est responsable, elle ne se coupe pas. Elle ne se coupe pas en 10 encore. Donc à un moment, ça aussi, c'est une revendication qu'on doit porter. C'est qu'à un moment, il faut faire attention à cette centralisation des instances représentatives qui est mise en place par le patronat et que, comme je vous l'ai déjà dit, le gouvernement et les gouvernements précédents ont mis tout doucement à construire et à laisser faire. Et aujourd'hui, on est dans cette attaque-là. Aujourd'hui, le patronat nous attaque de toutes parts. Il faut vraiment qu'on se réveille parce que là, on est en train de se faire laminer. Je vais devoir t'interrompre, Zora, pour donner la parole à Rachel. Voilà. je te laisse bien sûr conclure. Hein. Je conclue rapidement. Donc simplement pour les revendications, en fait, nous, c'est bien sûr l'indexation des salaires sur le prix de la consommation, la revalorisation du SMIC, les 32 heures. Ça, je pense que je n'ai pas. L'interdiction des licenciements, bien sûr, pour les entreprises qui font du bénéfice et qui reversent des dividendes. Moi, je ne comprends pas quand je vois Renault, PSA et compagnie qui osent licencier des gens et fermer des sites, alors que derrière, on ne parle pas de la famille Muliez à Auchan. On ne parle même pas de tout ça. Vous voyez, des exemples, on en a à l'appel. Hein. Voilà. La fin des exonérations, bien sûr, et des allègements des cotisations patronales. Hein, parce que ça, les cadeaux qu'on fait, je ne parle pas du CICE et tout le reste, les cadeaux qu'on fait aux entreprises, et notamment les aides que Macron a apportées aux entreprises pour pseudo-gérer la crise du coronavirus, et on en voit le résultat aujourd'hui, où il y a je ne sais pas combien de milliers d'entreprises qui ont licencié, qui ont fermé,
on se demande où est passé cet argent-là. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas de yacht, voilà. Mais je me demande où est passé cet argent-là. Donc, effectivement, ça, c'est un point important, parce qu'il n'y a aucun gouvernement, qui soit de gauche, qui soit de droite, enfin, la droite encore ça m'étonne moins, mais même de gauche, qui a mis fin à tout ça. Il n'y en a aucun qui a osé le faire. Donc, à un moment, il faut prendre ses cojones et il faut mettre ça sur la table et dire on va en discuter. Parce que les entreprises, elles profitent de beaucoup de choses. On leur donne trop de moyens. Parce que l'argent, elles en ont, et on le voit dans les dividendes qu'ils reversent. Je parle bien des grandes entreprises, je ne parle pas des PME, c'est un autre discours. Bien sûr, l'abrogation des lois El Khomri, la loi travail et la réforme des retraites. Je parle de la réforme des retraites, on espère qu'elle n'aura jamais lieu parce que les caissières vont être très impactées parce que nous, on n'a pas de carrière, hein, faut le dire, hein, on n'a pas de carrière, hélas. Et bien sûr, le renforcement des moyens et des pouvoirs des IRP dans les entreprises. L'interdiction de la centralisation des IRP dans les entreprises, la remise en place du CHSCT, mais renforcée, avec plus de moyens. Et surtout, c'est d'avoir une indépendance pour les inspecteurs du travail et pour une indépendance de l'employeur vis-à-vis de l'employeur et de l'administration, des inspecteurs du travail et des médecins du travail. Voilà, qu'il y ait une réelle indépendance pour qu'eux puissent faire leur métier et qu'ils puissent défendre réellement les salariés avec la possibilité de le faire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les inspecteurs du travail ont peur. Moi, je le dis, je l'ai vécu dans mon magasin. J'ai eu une inspectrice du travail, on sent qu'elle ne va pas au front, et on est obligé de mettre le carburant pour qu'elle vienne, parce qu'on sent que sanctionner, c'est compliqué. Et les médecins du travail aujourd'hui, ils ont les pieds et les mains liés sur pas mal de choses. Et ils suivent beaucoup, ils sont un peu dépendants de l'employeur, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça, on aimerait qu'il y ait une réelle indépendance. Voilà, et encore une fois, il faut arrêter que les travailleurs pensent qu'ils ne sont pas une force. Ils sont une force quand ils sont ensemble. Demain, s'il n'y avait pas de travailleurs, il n'y aurait pas forcément... Les patrons, ils peuvent pas faire sans les salariés, en fait. Et tant que les gens ne comprendront pas ça, voilà. Merci, Zora. Alors du coup, on va passer la parole à Rachel. Rachel, on a eu Zora et Elisabeth avant qui nous ont décrit à la fois les qualités requises pour ce type de métier. Toi, tu as essayé de réfléchir sur comment caractériser ces qualités-là et comment leur donner une valorisation à la fois sociale et financière. Et Zora a dressé une longue liste de revendications. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? J'ai envie de dire en particulier pour ces métiers du lien, qui sont comme une sous-catégorie des métiers en France et qui sont parmi ceux qui sont les moins bien payés et qui sont en même temps à forte prédominance féminine. Absolument. Alors merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. En fait, on pourrait repartir de la Déclaration des droits de l'homme. Et vous vous rappelez de ce fameux article, c'est celui qui m'a fait réagir lors du second discours de Macron pendant la crise du Covid. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur leur utilité commune. Et là, on en a parlé en toile de fond. Et j'ai fait un papier en disant « chiche ». Parce que ce qui se joue dans notre société, c'est exactement l'inverse. Et par rapport à ce que vient de dire Zora, elle a beaucoup cassé du sucre sur le dos du patronat. J'ai envie de dire que l'État, en tant qu'employeur, a consacré sa vie à construire l'inverse de cet article et à faire en sorte que tous ces emplois du soin aux autres ou du lien aux autres soient sous-valorisés. Et donc, moi, ça fait déjà longtemps que je travaille sur les questions d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Et parmi les facteurs qui expliquent le 1/4 en moins, puisque globalement, les femmes gagnent toujours 1/4 en moins que les hommes, eh bien l'un des facteurs, à mon avis, essentiels, c'est justement parce que les femmes sont totalement concentrées dans ces fameux emplois du soin ou du lien aux autres. Alors la liste, elle est longue, tu l'as énumérée. Je vous renvoie, j'avais écrit dans un blog d'Alter Echo un papier
dont l'intitulé c'est justement l'article des droits de l'homme chiche. Et dedans, j'ai recensé plus d'une dizaine d'emplois très féminisés. On est autour de 80 jusqu'à 99% de femmes qui les occupent, hein, et dont bien sûr les caissières, les aides-soignantes, etc. Et qu'est-ce qu'on constate dans tous ces emplois? C'est qu'ils sont dans les bas salaires ou dans les salaires à peine au-dessus du SMIC. Et là, on va rajouter une autre condition, même lorsque parfois ils sont bien diplômés. Et c'est ça le comble, c'est quand on pense aux infirmières, aux professeurs d'école, énormément de femmes, aux auxiliaires de puériculture, etc. On a aussi des professions qui sont à bac plus 3, voire 4, etc. et qui se retrouvent à même pas 200 € au-dessus du SMIC. Et donc, on a lancé une pétition, 65 000 réponses avant l'été, là, pour dire revalorisons ces emplois à prédominance féminine. Alors, on ne part pas de rien, et en fait, elles ont dit l'essentiel. Comment on revalorise et comment on doit revaloriser ces emplois? Eh bien, il faut partir de ce qui définit les emplois. Il faut s'appuyer, on a évoqué les conventions collectives, alors on est en été encore, hein, c'est un peu lourd, c'est technique, mais pour simplifier, là, faisons un truc grand public, il y a 4 critères, et elles les ont illustrés parfaitement. Je fais que, finalement, on va se dire, chercheuse, c'est juste répéter ce que le terrain dit, hein, c'est à peu près ça. Pas tous les chercheurs le font, cela dit. Voilà, j'ai au moins ce mérite de m'appuyer sur l'existant. Donc il y a 4 critères qui fondent la définition des emplois, et quand on l'analyse pour tous ces emplois du lien et du soin, on voit qu'à chaque fois il y a des valorisations. Premier critère, le diplôme ou l'expérience nécessaire requise pour la tenue du poste. Eh bien, systématiquement, dans tous ces emplois, le diplôme va être bradé. Et l'État, en tant qu'employeur, alors là, c'est le roi. Pour arriver à faire en sorte qu'une infirmière, profession qui existe depuis la nuit des temps, qui n'était même pas une profession, c'était une vocation pour les nonnes, n'est-ce pas? Et donc l'origine est là. Eh bien, profession laïcisée depuis la fin du 19e siècle, le diplôme, aujourd'hui, c'est au minimum bac plus 3. Je dis minimum parce qu'il y a un concours d'entrée et que souvent maintenant, avant les écoles, on fait une prépa pour être infirmière. Donc, minimum bac plus 3. Il faut attendre, vive Roselyne Bachelot de retour, 2010, pour qu'elle soit reconnue bac plus 3. Je pense au secteur hospitalier, hein, qu'elle rentre dans la catégorie A. On ne va pas faire de la technique. Jusqu'à présent, elles étaient en B, comme les niveaux bac. Non mais, voilà. Et en 2010, elles passent en catégorie A, moyennant la perte de la reconnaissance de la pénibilité, c'est-à-dire que celles qui sont recrutées bac plus A ne peuvent plus partir en retraite anticipée pour pénibilité à 55 ans, mais le deal a été scandaleux. Il faut qu'elles attendent aujourd'hui 62 ans minimum pour partir. Donc, ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Dans le privé aussi, une assistante de direction trilingue, BTS trilingue, n'est pas reconnue comme un technicien avec un BTS technique. L'employeur disant « mais c'est le cœur de métier, le technicien ». On va pas, les assistantes de direction, c'est de la périphérie, voilà. Une bataille menée a permis à ces assistantes d'être positionnées. Vous regarderez autour de vous le nombre de professions à prédominance féminine dont le diplôme n'est pas reconnu, parce que finalement, il y a cette idée. D'ailleurs, vous l'avez dit un peu, hein, moi j'aime pas du tout le mot savoir-être. Comme si, parce que vous êtes femme, eh bien vous êtes naturellement empathique, naturellement patiente, docile, etc., minutieuse.
Eh bien non, moi je suis autoritaire, je n'ai aucune patience, demandez à mes enfants, hein, ils en ont beaucoup souffert, mais ils ont eu d'autres, je pense, etc., etc. Donc ça, c'est des constructions, et ces stéréotypes-là, ils ont traversé la construction des emplois. Deuxième critère, justement, tout ce qui relève de la technicité de l'emploi, ce qui fait son contenu même. Et là, pareil, dans la plupart de ces emplois de service, les compétences techniques, je le dis, ne sont pas reconnues comme telles. Tout ce qui est du relationnel, justement, ça serait des savoir-être? Non. Pour arriver à être l'aide-soignante dont nous a parlé Elisabeth, vous vous rendez compte comment on fait une toilette en 15 minutes déjà? Je trouve ça... Enfin bon, il faut des compétences. Comment on parle avec des personnes qui sont en fin de vie? Comment on s'adresse à eux? Moi, j'ai fait une enquête, j'en ai des frissons, en psychiatrie. Les infirmières, elles se coltinent à la place du psychiatre parce qu'il est tout seul, les entretiens avec les patients délirants. Et je leur dis, mais vous faites comment? Ben c'est de l'empathie, me dit-elle au début. On a interrogé des groupes de parole. Puis au bout d'un moment, elle réfléchit, elle dit non, il faut une expérience, il faut mettre à distance. Et puis la voilà qui reprend des discours de psy et qui a réussi, sans formation, à mettre en place avec ses patients des relations extrêmement précises, un déroulé improvisé pour faire ses entretiens quotidiens. Il y a ce qu'on appelle, c'est une psychosociologue du travail, Pascale Moulinier, qui parle de savoir-faire discret. J'adore cette expression. Ça veut dire que l'infirmière dans un bloc, qui aura tendance d'ailleurs à se dénigrer, elle va dire, quand on l'interroge, qu'est-ce que vous faites? Je passe les instruments, je fais que passer les instruments au chirurgien. Et elle rajoute, avant qu'il les demande. Ah ouais, ça change tout. Ça veut dire qu'elle a la maîtrise parfaite de tout le déroulement de l'opération et que je ne veux pas minimiser le travail du chirurgien. Mais sans elle, sans l'infirmière, il perdrait beaucoup de temps et qui sait ce que deviendrait le patient. On ferme, j'en aurai pour des heures. Troisième critère, les responsabilités. Quand vous comparez, c'est ce qu'on va faire après, les emplois à prédominance féminine avec des emplois à prédominance masculine, eh bien, vous constatez que être responsable de malades, de patients, de clients en cas de violence, etc., ça n'existe pas dans les grilles d'évaluation des emplois. Mais être responsable des budgets, être responsable hiérarchique, là, ça va être valorisé, et ô combien, et ô combien. Dernier cas, mais dernier critère, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça a été dit largement, les conditions de travail sont carrément invisibilisées. On ne parle pas de la pénibilité de la caissière qui porte 2 tonnes au bout de la journée, tout en gardant le sourire, n'est-ce pas, hein, la disponibilité, etc. On ne parle pas du port des corps des malades, ça c'est un tabou. On ne parle pas non plus du bruit des enfants dans une cour de récré. Ce n'est pas du bruit, ce sont des enfants, c'est tellement beau les enfants. Bruit qui dépasse en décibels ce qui est autorisé dans l'industrie. Hein? Je ferme la parenthèse. Effectivement, ça ne dure pas longtemps une récré, heureusement. Peut-être que les instituts, finalement, elles préfèrent travailler que de surveiller une cour de récré, vu le bruit. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, il y a 4 critères qui permettent de regarder pour chaque emploi comment il y a cette dévalorisation qui se construit. À cela s'ajoutent 2 autres données communes dans pratiquement tous ces emplois. Ça a été dit aussi, la précarité ou bien des conditions d'organisation du travail intenables, travail en continu en EHPAD, les caissières, on en a parlé, il y a le temps partiel qui pèse énormément et qui fait que vous avez un demi-SMIC, hein, on a parlé de 700, 900 euros, etc. Et puis enfin, dernière caractéristique, les carrières
des carrières plates dans la plupart de ces emplois. Juste un exemple, on avait étudié, vous trouverez plein de docs, en tapant mon nom, vous trouverez plein de choses de faites avec ma collègue. Plein de choses formidables, je vous encourage à lire. Voilà, et mon livre, Un quart en moins, je vous dis pas. Et il y a, elle se marre, donc les carrières plates, dans la convention collective dans la grande distribution, 3 échelons prévus pour les hôtesses de caisse, beaucoup plus pour les manutentionnaires. Mais pourquoi ? Bien parce que quand on est femme, déjà, heureusement, on a le SMIC, hein, n'est-ce pas, horaire. À quoi bon rechercher une carrière? Non, mais où est-ce qu'elles vont, hein? Ça n'existe pas, alors que dans des emplois ouvriers à prédominance masculine, des batailles ont permis qu'il y ait un minimum de carrière. Alors, on m'avait demandé de parler de l'étranger. Ben oui, ailleurs, elles se sont battues et elles ont eu gain de cause. Je ne dis pas qu'en France, on ne se bat pas, mais l'État et les employeurs refusent d'entendre parler de ces revalorisations, alors que la loi, depuis Roudy 83, justement prévoit que non seulement il y ait un salaire égal pour un travail égal, mais aussi un travail de valeur égale. Et justement que 2 emplois, assistante de direction technicien ou infirmière technicien, eh bien, ils puissent être payés pareil. Eh bien, le Québec, c'est l'exemple où une loi depuis 1996 prévoit justement qu'une entreprise se doit de faire un travail de comparaison des emplois et que les emplois à prédominance féminine soient évalués, pesés en fonction des critères dont je vous ai parlé, comparés avec d'autres emplois à prédominance masculine. Je ne dis pas emploi féminin et emploi masculin justement parce qu'un jour, ils ne le seront plus, hein. Et ils sont comparés, et hop, on revalorise. Ça a été le cas des infirmières qui ont eu des grosses revalorisations, et l'État a dû payer en tant qu'employeur pour ces revalorisations, là où en France, ça n'existe pas. Puis on peut donner l'exemple, Manon, tu le suggérais, du Portugal, parce que d'habitude on dit, oui, les pays du Sud, ben là, la branche restauration a fait tout un travail avec les syndicats, le patronat et des salariés pour comparer. Là, c'était je ne me rappelle plus, les aides cuisinières, que des femmes, avec les serveurs en salle. Ils n'étaient pas positionnés de la même façon, les serveurs étaient mieux positionnés. Il y a eu tout un travail pour comparer, moi j'aurais même pensé l'inverse, avec la pénibilité des aides cuisinières, etc., pour démontrer qu'il fallait revaloriser les aides cuisinières. Voilà. Il y en a plein d'autres. Lisez, hein, regardez. On a fait des guides. En France, moi, ça fait depuis les années 90 que je me bagarre. J'en peux plus, hein, je suis en train de lâcher. La lutte est faite d'espoir et il y a plein de gens qui prennent le relais, Rachel. Ben, j'aimerais. Des chercheuses, on en manque, pour démontrer qu'on peut le faire. Alors, on a été loin. On a eu un moment où on y a cru avec Najat Vallaud-Belkacem. On était à 2 doigts de voir un truc se mettre en place. On a fait un guide du défenseur des droits, on a refait un autre guide avec le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, qui n'existe plus d'ailleurs, enfin qui ne s'est plus réuni depuis Macron, pour sensibiliser. Et à chaque fois, il y a 2 obstacles. L'État employeur ne veut pas en entendre parler, et puis bien entendu le MEDEF a refusé, hein, moi je suis interdit de fréquentation, a refusé d'entendre parler de cela, l'argument étant... Mais nous faisons des grilles égalitaires, il n'y a pas de discrimination chez nous. Ils n'ont rien compris à ce que c'est qu'un emploi à prédominance féminine, à ce que c'est que la discrimination indirecte. Hein. C'est trop abstrait pour eux peut-être. Bon, ils pensent juste à poste égal. Nous, on leur dit non, ce n'est pas à poste égal. La loi, elle va plus loin. Ils ne veulent évidemment pas en entendre parler parce qu'à la clé, ben, il va falloir financer. Donc, pour le dire vite, notre combat, et je vous invite à regarder la pétition, vous pouvez encore la signer, c'est de dire qu'il faut des négociations dans les branches, comme le Ségur de la santé, sauf qu'au Ségur de la santé, moi j'avais soufflé à l'oreille de quelques syndicalistes le fait de porter l'égalité femmes-hommes, eh bien on leur a dit ah mais c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est jamais le moment. La question c'est pas l'égalité, donc on a donné une prime à tout le monde. Et donc moi, j'ai fait des comparaisons infirmières, techniciens. Le technicien, il est resté en B, lui. Hein. L'infirmière, elle est maintenant A. Eh bien, au bout de 20 ans, le technicien, s'il a toutes ses primes de technicité, il gagne plus que l'infirmière.
avec 20 ans d'ancienneté. Donc j'ai dit, il faut introduire tout ce que je vous ai dit sur la comparaison et montrer que c'est une question d'égalité femmes-hommes. Et là, au Ségur, on a dit, c'est pas le sujet, ça sera traité dans les commissions ad hoc, qui traitent de l'égalité. On va donner une prime aux techniciens comme aux infirmières. Et donc on a revalorisé de la même façon, 187 €, tout le monde. Moi je suis, Donc là, il faut vraiment se mobiliser pour cette revalorisation, partout, porter ce sujet. Puis je rajouterais, alors ça c'est ma sauce à moi, que j'ai une revendication auquel je tiens, que j'aimerais bien qu'on étudie de près. Ça serait un SMIC mensuel et pas seulement horaire. Le jour où on imposerait un SMIC mensuel, c'est-à-dire revaloriser le SMIC. En général, on me dit, je ne sais pas, 1800, je crois que la CGT revendique 1800 € par mois. Mais moi, je dis, il ne faut pas le revaloriser d'un point de vue comme ça, horaire. Le calcul, il est fait sur la base horaire des 10 €, multiplié par le nombre d'heures mensuelles pour arriver à ces 1800 futurs. Non, moi, je dis, il faut imposer obligatoirement partout un SMIC mensuel. Alors peut-être pas 1800 parce que ça ferait cher, mais ce jour-là, je peux vous dire que les employeurs en auront fini avec le temps partiel court imposé. Ils chercheront, ils trouveront des solutions. Il y en a plein, moi j'en ai à proposer, de partenariats, etc., pour qu'on sorte de ce temps partiel imposé qui, rappelons-le, concerne là aussi, évidemment, une grande majorité de femmes pour qui un demi-SMIC, ça ne pose pas de problème parce que souvent, leur salaire n'est que d'appoint, n'est-ce pas? Là où on sait qu'elles n'ont souvent que ça pour vivre ou alors elles cherchent un autre boulot pour compléter. Bref, et on n'en finit pas. Voilà, en quelques moments, quelques instants, quelques remarques. Merci beaucoup pour ces remarques, Rachel. Elles sont d'autant plus pertinentes qu'elles aident à caractériser le combat pour ces femmes qui le mènent un peu partout dans ces différents métiers. Et puis, je trouve que la manière dont tu as essayé aussi de mettre en place ces 4 critères permet d'objectiviser. Parce que souvent, on nous dit « Non mais attendez, tu l'as pas dit, tu le dis souvent dans tes interventions, mais avoir de l'empathie, c'est une compétence naturellement féminine, non ? Enfin, on est avec. Mais en général, c'est ce qui est dit, c'est que c'est des compétences qui sont innées, en fait, et qui n'ont pas besoin d'être valorisées financièrement en tant que telles, parce que ça ne rentre pas dans leur grille, la manière dont ils calculent la valorisation des métiers. Et donc, on se retrouve à avoir, oui, aide-soignante, caissière, c'est des compétences naturellement féminines. Il nous reste un petit quart d'heure. Ça rentre dans le décret, dans le livret de professionnel d'aide-soignant, c'est bien marqué, toutes ces qualités-là, tu vois. Donc il y a une forme d'hypocrisie en plus, c'est qu'on sait à quel point c'est important. Non, il y en a. Il y en a. Alors, juste, je vais essayer d'organiser le débat. Je vais donner la parole à la salle pour qu'on puisse vous entendre avec des micros. Mathieu va faire passer le micro, donc vous pouvez lever la main. On va prendre. Alors, on va essayer de toutes les prendre. Du coup, je vais vous demander des interventions extrêmement brèves. J'en suis désolée, mais on va rester après dans les parages si vous voulez notamment discuter avec nous. Donc, des interventions assez brèves. On va essayer de les faire paritaires. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Et ensuite, je vais redonner la parole aux intervenants. Donc, allez, on va commencer devant. Allez-y, madame. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon masque. Ah oui, pardon, je ne touche rien. Oui, c'est parfait. Je suis membre de la direction de la Fédération de la Santé CGT, donc je connais bien Rachel parce que nous avons travaillé déjà ensemble sur ces questions. En ce qui concerne les infirmières, disons-le, les infirmiers sapeurs-pompiers, eux, sont en catégorie A, mais ont gardé
la pénibilité. Et donc, ils peuvent partir en retraite anticipée, contrairement aux infirmiers hospitalières, qui, elles, ne peuvent pas partir, ont perdu la catégorie active, et contrairement aux infirmières du secteur privé lucratif ou non lucratif, qui, effectivement, sont des salariés de droit privé et partent à la retraite en même temps que les autres salariés, c'est-à-dire à 62 ans, voire 63 ans. Moi, je suis infirmière de formation. Je suis rentrée infirmière en 1978. J'ai pris ma retraite en 2017. J'étais infirmière. Aucune progression de carrière possible. Donc, on imagine ce que ça peut être. Alors, j'étais dans le secteur non lucratif, un petit peu comme madame. Les salaires, à l'époque, étaient à peu près bons. En 15 ans, on a perdu 20% du pouvoir d'achat. Et tout comme ça, un ingénieur à l'hôpital, il débute à 400 € de plus qu'une sage-femme. Sage-femme, profession médicale. Donc, il y a tout un tas de travail. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié, il y a 2 ou 3 mois de ça, le reportage à la télévision sur ce qui s'était passé au Québec. Dans Cache Investigation. Et vous verrez une petite apparition de Rachel. Qui est vraiment, voilà, et qui met très mal Madame Bachelot d'ailleurs, c'est assez rigolo. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu, de le regarder. De cette expérience, de cette revalorisation salariale des infirmiers au Québec. Sauf qu'en parallèle, c'était un gouvernement libéral au Québec, ce ne sont pas quand même des progressistes comme nous. Ce ne sont pas des affreux gauchistes. Je crois qu'on ne peut pas les qualifier comme ça. Je ne parle pas comme ça, je suis aussi membre du Parti communiste, je suis invitée ici par les camarades de France Insoumise de la Drôme. Voilà. C'est pour ça que je me permets de venir et d'intervenir. Je vais juste vous demander de conclure pour entendre les autres. Mais ils ont demandé 3 ans de modération salariale de tous les autres salariés. Donc, bien évidemment, quand on le porte comme ça, ça commence à être très compliqué. Voilà. Merci beaucoup. On va aller là et ensuite on va aller dans les rangs derrière. Oui, bonjour, Sébastien. Donc, d'abord, mes excuses, je ne suis pas une femme, pardon. Les hommes ont toute leur place ici. Merci. Je ne fais pas partie non plus des métiers qui ont été cités, donc aide-soignant, caissier, je ne sais qui d'autre. Je fais partie des sociaux, donc je suis éducateur. Profession qui n'est pas forcément très féminisée à outrance. Et je voudrais parler de 2 arnaques. Première arnaque, on est, vous madame, vous, moi et quelques autres titulaires de diplômes d'État. Diplômes d'État, donc au niveau national, tous les mêmes. Entre les conventions collectives, à gauche, à droite, au centre et à l'écart, les conditions de salaire ne sont pas les mêmes. Premier point. Deuxième point, sur certains diplômes, notamment le mien, c'est 2 ans d'études reconnus à bac. Et une autre arnaque que j'ai beaucoup appréciée à l'issue du Covid, on a entendu des effets d'annonce, on a touché des primes, certes. On a touché 300 €, on a touché 500 €, on a touché 1 000 € de primes. De primes pas fiscalisées, oui. On a bossé, on s'est mis en danger. Est-ce qu'on aura une reconnaissance pérenne de ça? Attendons. Bon, merci pour votre témoignage. Et en effet, on n'oublie pas les autres métiers qui peuvent être concernés. Je te laisse faire alterner un homme, une femme, Mathieu. Moi, je voudrais parler des ATSEM, les assistantes territoriales des écoles maternelles, en précisant que ce ne sont pas des dames pipi, mais effectivement du personnel qui assiste pendant la journée les professeurs des écoles et qui ont une formation, un CAP, un CAP petite enfance, qui sont embauchés sur concours et qui, durant toute leur carrière, n'ont que 2 échelons à passer. Ils se syndiquent, elles se syndiquent, puis c'est souvent toujours des femmes, elles se syndiquent évidemment, mais dans le cadre syndical, c'est difficile, leur profession étant atomisée dans une multitude d'écoles, de revendiquer au niveau de ce qui concerne les spécificités de leur profession. Et même quand il y a une association ou quelque chose qui se monte, les distances sont telles pour se regrouper que se pose la question de l'efficacité. Merci beaucoup. Et en effet, le témoignage des ATSEM est un excellent exemple. Bonjour Martine Aubry, je suis heureuse de vous interpeller. C'est Manon Aubry. Oh là là, pardon, excusez-moi. Pardon, Manon. Pas de souci, j'ai l'habitude. Je souhaite vous interpeller sur le rapport qui a été fait sur les métiers du lien par M. Ruffin et M. Bonnel, qui lui est de La République En Marche. Je tiens à vous interpeller sur les prestataires
qui ont pris tout le marché de la vie à domicile. Je suis bientôt un tétraplégique qui va devoir être en exil sanitaire. Non, je ne veux pas des tournées que M. Ruffin propose dans le rapport. Je ne veux pas qu'une auxiliaire de vie s'organise pour choisir quel patient a besoin de telle heure ou telle minute. M. Ruffin a de très bonnes idées dans son rapport, mais il veut supprimer le statut du particulier employeur. J'ai beaucoup d'idées sur ça. Créons des pépinières d'emploi par département où les particuliers pourraient se retrouver entre les offres et les demandes. Car il y a la NPE, mais la NPE, c'est rédhibitoire un petit peu, c'est une mauvaise connotation. On ne va pas à la NPE comme ça, mais créons des pépinières d'emploi entre particuliers, s'il vous plaît. Le soin à domicile, le particulier employeur, c'est comme le commerce de proximité. Le commerce de proximité est au commerce ce que le particulier employeur doit être au soin à domicile. S'il vous plaît, entendez ma souffrance. Les prestataires se sont rués sur la manne d'argent. Suite au plan Borloo, entre 2005 et 2007, il y a eu la PCH et l'APA, avec le plan Borloo, des réductions d'impôts, très bien pour les employeurs. Les prestataires se sont rués sur cette manne d'argent. Il n'y a plus que eux en visibilité. S'il vous plaît, écoutez ma souffrance. Merci. Merci. Je manquerai pas de faire passer le message aussi à mon collègue, à François. Bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis auxiliaire de vie. Je m'appelle Ghislaine. Et je voudrais parler un petit peu de mon métier, qui est un vrai métier où il faut vraiment des vraies compétences. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que en même temps, ce métier est très difficile. Au niveau de la dureté du travail. Vous savez qu'on a plus d'accidents de travail, nous, les aides à domicile, que dans le bâtiment. Et notre revenu moyen, souvent, sont de 700 €. Ce que je voulais dire... Comment ? Vous êtes chez un prestataire ? Oui. Eh ben voilà. Bon exemple. Voilà. Alors, et vous savez que la durée de vie d'une auxiliaire de vie est de 22 mois. Elle ne reste pas, c'est trop difficile. Souvent, c'est des jeunes mamans, bon, je ne veux pas répéter, c'est des jeunes mamans, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc il a fallu, pour rester 30 ans, c'est parce que je l'aime. Parce que c'est un métier où j'ai trouvé un vrai sens. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, les filles sont des filles qui sont en précarité, parce que je suis aussi syndiquée. Voilà. C'est des filles qui sont des mamans, qui sont d'énormes difficultés, comme dit la dame, avec leurs enfants, parce qu'elles ont des horaires coupés le matin. Le matin, il faut qu'elles aillent faire le lever des personnes, aussi le petit déjeuner. Après, à midi, il faut qu'elles fassent le repas. Le soir, qu'elles repartent. Entre-temps, dans la journée, elles font des kilomètres comme ça. Et c'est très difficile de concilier vie de famille et travail. Ce que je voulais dire aussi... Je vais juste vous demander de conclure, parce qu'après, on doit libérer la salle. Désolée, hein, je déteste faire ça. On va prendre juste une dernière intervention. Je suis vraiment désolée, madame, mais je vous propose de venir nous voir à la fin, si ça vous convient. Et je suis désolée de frustrer, je déteste faire ça. Moi, je voulais donc dire un mot et faire un témoignage au sujet aussi des aides à domicile. Donc, moi, je suis bénévole dans une vallée du Haut-Pays niçois. C'est la vallée de la Vésubie, c'est un lieu qui est assez, où il y a une identité forte, où il y a un certain nombre de villages. Et donc, je suis bénévole dans une association qui est très ancienne, qui a effectivement donc beaucoup de temps, qui existe depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. Déjà, on reste de plus en plus longtemps à domicile, les personnes âgées restent de plus en plus longtemps à domicile, ce qui a comme conséquence qu'ils sont de plus en plus dépendants à domicile. C'est donc un travail de plus en plus difficile pour ces personnes d'aide à domicile, et puis de plus en plus lourd, et avec effectivement cette limite de glissement de tâches. Deuxième caractéristique, et juste je voulais dire ça, c'est la loi 2002, et donc là je rejoins l'intervention qui a eu lieu, la loi 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale, qui a professionnalisé le secteur et qui a entraîné la marginalisation de tous ces bénévoles aujourd'hui qui
travaillent effectivement dans le secteur, c'était quand même des bénévoles employeurs. Je vous demandais vraiment de faire quoi, je suis désolée. Et simplement avec comme caractéristique aussi, donc des personnes qui sont le plus souvent en précarité, parce que c'est des temps complets. Merci beaucoup. Merci, je suis désolée, je vais demander aux personnes qui viennent à la fin, qui voulaient encore intervenir, de venir à la fin, de ne pas hésiter à venir nous voir. Je vais juste donner quand même un tout petit dernier mot de conclusion à nos intervenantes, conclusion/réaction. Si vous pouvez le faire très vite, si vous avez un petit mot. Merci aussi pour tous vos témoignages qui sont assez forts et c'est toujours assez poignant parce que sur ce type d'atelier, on a toujours énormément de témoignages qui montrent de la nécessité de faire parler de ce sujet et de donner aussi la parole aux premières concernées. Rachel, un petit mot? Je vais juste dire que les témoignages qui ont complété vont vraiment dans mon sens et que je comptais lancer une nouvelle recherche sur tous ces emplois du lien dans le prolongement un peu du rapport qu'a pu faire Bonnel et Ruffin. Et que justement les travailleurs et les travailleuses sociaux sont dans ma liste, les aides à domicile aussi, les ADSEN, et que donc on va lancer un questionnaire pour recueillir vos paroles sur le contenu de vos travaux. Il y a mes coordonnées en ligne, j'ai un site, vous pouvez me joindre par mail, pitié pour le téléphone parce qu'il dit aussi, si vous êtes intéressé, de toute façon, plus les réseaux sont larges, et plus on pourra prendre en compte justement véritablement le contenu de ces emplois et peser dans la balance. Voilà. Merci beaucoup pour ces travaux de recherche, Rachel. Rachel, c'est Vera, je rappelle son nom de famille si vous l'avez trouvé en ligne. Zora, un petit mot? Moi, je dirais simplement que les travailleurs sont une force et c'est une force qui doit imposer mais qui ne doit pas suffire. Voilà, simplement. Merci Zora. Elisabeth? C'est pour dire que la santé est un bien commun, que le problème de la dépendance, de la perte d'autonomie, ça nous concerne tous et toutes. Nous sommes un métier qui n'est pas productif, qui n'apporte pas de bénéfices. Voilà, donc il faut pas de bénéfices financiers, mais un bénéfice humain. Voilà, des bénéfices. Donc il suffit de sortir de ces politiques libérales. Voilà. Rachel me fait dire que les EHPAD sont une manne financière, donc certains font du bénéfice sur le dos notamment des patients. Merci à vous d'avoir suivi cette session et puis le combat continue pour la revalorisation de ce métier. Merci.